Lundi dernier, nous avons posé les bases de la saison 2022. Nous savons désormais ce qu'est une nouvelle réglementation, pourquoi elle a été implantée cette année et quels sont ses objectifs. Aujourd'hui, on rentre dans le cœur technique du sujet, voici le nouveau règlement, décortiquons ensemble cette révolution. Alors énormément de choses vont changer, comme on peut d'ores et déjà le constater visuellement sur ce modèle générique transmis par la Formule 1. On va essayer d'être clair, d'être synthétique et de faire par thème. Pour ça, j'en ai regroupé 3, dont le premier qui me semble être le plus gros chantier, l'aérodynamique avec le fameux retour de l'effet de sol. Alors déjà, si je dis retour, c'est car cette technique a révolutionné la Formule 1 dans les années 70 grâce à Lotus et à Colin Chapman, son patron / designer, qui ont apporté la technique du jour au lendemain, et petit à petit c'est devenu la norme, mais ça a fini par être banni à cause de sa dangerosité, on y reviendra. Mais alors c'est quoi l'effet de sol? Eh bien c'est une philosophie aérodynamique, c'est une méthode pour générer de l'appui. Jusqu'à la saison dernière, la philosophie aérodynamique des Formule 1 était dite en aile d'avion inversée. On venait tout faire pour que l'air vienne plaquer la voiture au sol. C'était basiquement comme ça que l'on créait l'appui de la voiture. Pour ce faire, on mettait plein d'appendices partout, les ailerons étaient très sophistiqués et on essayait de gérer les flux d'air pour qu'ils plaquent la voiture au sol. Au passage, je rappelle que l'appui, c'est l'adhérence de la voiture. C'est ce qui fait que la voiture est collée au sol et ce qui fait qu'elle peut passer plus vite en étant collée au sol. Et l'effet de sol, lui justement, est une manière totalement différente d'aborder et de générer l'appui aérodynamique. Ça va entraîner une vraie révolution à ces Formule 1. Avec l'effet de sol, on génère de l'appui aérodynamique en créant une interaction entre l'air et le fond plat, on utilise le dessous de la voiture. En clair, les nouvelles Formule 1 auront de grosses portes d'entrée d'air à l'avant de la voiture, à l'avant du fond plat, qui vont mener jusqu'à l'arrière dans de véritables tunnels dans lesquels l'air va s'engouffrer. Ça s'appelle l'effet Venturi. Ce qu'il se passe, c'est qu'à l'avant de la voiture, il y a des différences de pression d'air qui créent une aspiration de l'air vers le tunnel. Il y a des effets physiques d'attraction, de succion qui font que l'air s'engouffre littéralement sous la voiture, est aspiré, ça permet de générer de l'appui, de coller la voiture au sol et ça crée aussi pas mal de vitesse. L'air est aspiré à l'entrée de la voiture, il s'engouffre dans les tunnels, il va très vite dedans, il ressort également très vite à l'extérieur via les diffuseurs, il en est on va dire quasiment éjecté, ce qui là aussi crée un phénomène de poussée qui encore une fois crée de l'appui et de la vitesse. Dans l'effet de sol, on s'assure également que rien ne sort ou ne rentre sur les côtés de la voiture, ce qui viendrait détruire le processus physique, et donc il y a des parois qu'on appelait auparavant des jupes. C'est ça qui à l'époque les rendait dangereuses ces Formule 1 à effet de sol, car si la jupe avait le moindre souci, l'air partait dans tous les sens, on ne maîtrisait plus rien, ça devenait vraiment dangereux au niveau sécuritaire. Aujourd'hui déjà, la sécurité a pas mal évolué, et puis les nouvelles jupes, qu'on appelle désormais des parois, seront plus sécures, seront rattachées à des portions plus larges de la voiture, fixées à l'arrière, fixées à l'avant, il y a moins de risques, et même si ça pète, la voiture ne deviendra pas complètement incontrôlable et dangereuse. Tout est là, dans les 2 dernières minutes, vous avez tout pour comprendre ce qu'est l'effet de sol, comment ça marche, qu'est-ce qu'il va changer, en quoi c'est une révolution immense. J'ai tout dit pour expliquer. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire des recherches ou à consulter les liens en description. L'idée ici, c'était de présenter le phénomène, pas de faire un cours de physique. Et évidemment, si vous avez des questions, l'espace commentaire est le bienvenu pour ça. J'y répondrai avec grand plaisir pour vous éclairer sur ce qui est la plus grande révolution de la Formule 1 depuis un sacré moment. Alors maintenant, la question, ça reste pourquoi ? Pourquoi a-t-on changé de philosophie aérodynamique ? Pourquoi a-t-on appelé le retour de l'effet de sol ? Eh bien l'intérêt de l'effet de sol, c'est que grâce à lui, on génère de l'appui sans créer d'immenses perturbations au niveau de l'air. C'est simple, les Formule 1 traversent un air neutre, quand elles passent, elles le perturbent. Les Formule 1 jusqu'à l'an dernier avaient tellement d'appendices et de méthodes de gestion de l'air qu'elles laissaient un air derrière elles complètement en chantier. Grâce à l'effet de sol, l'air derrière est beaucoup plus propre. C'est fait pour favoriser les voitures qui se suivent, potentiellement les dépassements, le spectacle.
Et pour continuer à aider de réduire, voire à faire disparaître le fameux air-sale que laissent ces anciennes Formule 1, le retour de l'effet de sol s'accompagne de la disparition d'à peu près tout ce qui pouvait créer des perturbations aérodynamiques. Les bargeboards, ces pièces ultra complexes et super riches à l'avant du fond plat, coûtaient une fortune à développer, sont arrivés à un stade de réflexion quasi grotesque et surtout représentaient une source massive de destruction de la qualité de l'air. Eh bien les bargeboards, c'est terminé, il n'y en aura plus sur les Formule 1 la saison prochaine. Les ailerons, eux, ont été très largement simplifiés. À l'avant, il devra maintenant être obligatoirement composé de seulement 4 éléments, pas un de plus, pas un de moins, et attaché directement au nez. Fini les pièces incurvées, les découpes, les designs innovants, inédits, voilà. C'est terminé maintenant, on a tous le même aileron qui a 4 morceaux. L'endplate, c'est la pièce sur le côté de l'aileron qui a été développée dans tous les sens ces dernières années, est aussi simplifiée, terminé les évolutions là-dessus. L'aileron arrière lui aussi aura une forme désormais très précisément décrite, il aura certainement énormément changé. La principale évolution, c'est la simplification des ailettes comme à l'avant, et aussi comme à l'avant, la disparition de l'endplate, de la pièce de côté, qui elle aussi était très travaillée ces dernières années. Il aura désormais un design plus franc et plus commun pour 2 objectifs. D'une part évidemment créer largement moins de perturbations pour la voiture de derrière, et d'autre part pour diriger tous les flux d'air venant de l'avant à un seul endroit qui rejoint les flux d'air qui viennent du dessous de la voiture et qui sortiront beaucoup plus haut afin là aussi qu'ils ne se dirigent pas sur la voiture de derrière. Vous commencez à comprendre où toutes les règles veulent en venir. Au passage, le DRS sera bel et bien là, j'ai hâte de voir comment il se manifestera sur ces nouveaux ailerons. Dans la même veine, les écopes de frein devront désormais être placées sur les jantes, quand auparavant, les équipes jouaient avec leur placement pour gérer les flux d'air dans la partie avant. Et oui, encore, c'est le nerf de la guerre, cette partie avant et cette ancienne gestion des flux d'air. La FIA veut y mettre totalement fin. Enfin, un garde-boue fait son apparition au-dessus du pneu, regardez comme il est tout mignon. Son objectif est bien nettoyer l'air qui se trouve dans cette zone en l'éjectant de la voiture, empêchant qu'il soit utilisé par les équipes ou qu'il vienne se transformer en air sale. Avec toute cette refonte ultra profonde de la philosophie aérodynamique, la Formule 1 prévoit désormais qu'une voiture en suivant une autre puisse garder 86% de l'appui qu'elle aurait généré en étant à la base seule en piste. Auparavant, on estime que c'était seulement 55%. Les chiffres viennent de la F1, ils ne proviennent pas des nouvelles voitures, et en plus ils commencent un petit peu à dater, donc ils ne seront pas exacts à la virgule près, mais avec ces chiffres, vous comprenez l'idée, l'ordre de grandeur et l'objectif principal de la nouvelle réglementation. Bien, pour cette refonte aérodynamique sans précédent dans l'histoire de la Formule 1, j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire sera là pour ça. L'aéro, c'est bon, on passe désormais aux pneus. Et oui, ça aussi ça change et c'est aussi extrêmement visible. Les Formule 1 nouvelle génération vont vraiment marquer un tournant au niveau visuel. Ici, les jantes passent de 13 à 18 pouces de diamètre et le flanc du pneu est désormais plus court. Tout ça donne un élément pneumatique dans son ensemble qui sera beaucoup plus haut. On parle de 60 cm de différence, ça fait quand même pas mal. Je pense que les pilotes auront beaucoup plus leurs pneus dans leur champ de vision. Mais alors, que vont changer ces nouveaux pneus ? Eh bien, comme toujours avec les gommes et avec Pirelli, on a du mal à savoir précisément, on a même du mal à savoir si eux savent. En tout cas, l'objectif c'est d'être moins sensible à la température. On le sait, jusqu'à la saison dernière, les pneus ne marchaient que dans une fenêtre de température très précise. C'était très compliqué pour l'atteindre, ça créait de trop grosses différences. Et surtout, les pneus sortaient très vite de la fenêtre. Voilà, c'était très dur de conduire avec ces pneus-là. Et ça ne favorisait pas la performance et le spectacle. L'autre objectif de ces nouveaux pneus, c'est de permettre aux pilotes de pouvoir plus pousser. On veut enlever une part de gestion pneumatique qui est toujours un petit peu chiant et qui surtout contraint pas mal les courses. En somme, on veut des pneus plus faciles et moins prise de tête. Pas une mince affaire donc, dur de dire si ça atteindra ses objectifs précis, mais ce qui est d'ores et déjà sûr et certain, c'est que ce nouveau composé
pensé totalement différemment, aura un comportement très différent des anciens pneus de la saison dernière. C'est une donnée immense de la performance qui est totalement bouleversée. Les équipes vont devoir s'adapter, tester, réagir, maîtriser, et toutes partent du même point sur ces nouvelles gommes qu'elles ne connaissent pas. Cela s'accompagne d'un durcissement des contraintes au niveau des suspensions qui relient la roue à la voiture, car les suspensions auraient pu permettre aux équipes de contrer les effets de ces nouveaux pneus et quelque part d'anéantir l'esprit de la règle. Ainsi, la manière dont la suspension est attachée à la roue a été simplifiée, clarifiée et extrêmement contrainte. Cela devra désormais obligatoirement se faire sur le moyeu et pas ailleurs, fini les autres idées, les autres designs. Ce stratagème permet également de bannir tous les appendices aéros dans la zone des suspensions qui permettaient de diriger les flux d'air, qui créaient des perturbations, etc. Maintenant, les suspensions, c'est super simple. Mais l'autre grand changement est extrêmement visible au niveau des roues, c'est l'apparition de flasques, de caches, de couvertures de jantes. L'idée, je vous le donne en mille, atténuer les perturbations aérodynamiques que la roue, la jante, le pneu, les essieux, tout ça crée. Ainsi, les évolutions comme celle de Mercedes avec ses petits trous dans les jantes récemment ne seront plus possibles. Avec ça et les nouvelles suspensions, on stoppe net toute tentative d'utiliser ces nouveaux pneus pour contourner les changements aérodynamiques. Les flasques de roues ont déjà existé en Formule 1, leur dernière apparition était en 2009, ça donne toujours un look assez spécial et j'ai hâte de voir. Cette fois, elles seront très simplifiées et surtout, elles seront les mêmes pour toutes les écuries fournies par le japonais BBS. Personne ne pourra les développer, les modifier, mieux les utiliser que les autres. Ça devient une pièce standardisée. Tout le monde a exactement la même chose. Dernier point là-dessus, les flasques laissent rêveur sur les possibilités décoratives, voire marketing, car comme l'a montré McLaren lors d'essais à Abu Dhabi, on pourrait imaginer des systèmes, par exemple avec des LED, qui peuvent inscrire le numéro du pilote, sa position dans la course, ou pourquoi pas le nom d'un sponsor. Et oui, à mon avis, on va voir pas mal de petites innovations dans ce petit champ-là sur les flasques. Enfin, concernant cette zone, la fin annoncée des couvertures chauffantes qui permettent de maintenir le pneu à une température voulue avant qu'on aille en piste n'aura finalement pas lieu cette année, ça sera pour 2024. En attendant, on va simplement réduire la température maximale des couvertures de pneus, ça passe de 100 degrés à 70, parce que franchement, déjà qu'on a des nouveaux pneus, si en plus on ne pouvait pas en maîtriser la température, c'était un petit peu trop d'un coup, ça va se faire donc progressivement. Aéro, pneus, terminons avec le moteur qui est la troisième grande composante de ces monoplaces et de tous les changements techniques. Pour être précis, aujourd'hui en Formule 1, on ne parle plus de moteur à proprement parler, mais on dit unité de puissance car il y a beaucoup d'électrique dans tout ça, donc on trouve un terme plus générique, unité de puissance. Et dans cette zone, pour l'unité de puissance, il y a deux choses à savoir pour 2022. La première, c'est que depuis plusieurs années, les évolutions, les améliorations de l'unité de puissance sont limitées pour éviter qu'il y ait des trop grands écarts qui fausseraient totalement la compétition. C'est un petit peu, voire clairement, du nivellement par le bas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les équipes doivent utiliser des jetons pour pouvoir développer cette partie, et elles n'en ont qu'un nombre limité. Et pour cette année, entre 2021 et 2022, les équipes ne pourront utiliser qu'un seul jeton, ne pourront faire qu'une seule évolution sur leur unité de puissance, avant un gel qui va durer jusqu'à 2025. Cela veut dire que cet hiver, les écuries touchent à leur moteur pour la dernière fois avant 3 saisons complètes. Interdiction donc de se rater et comme l'a dit James Allison, avec l'immense révolution aérodynamique et les nouveaux pneus qu'il y a déjà à préparer, on a tendance à l'oublier mais il ne faut surtout pas négliger le moteur qui lui aussi est à un tournant. Un temps évoqué, l'idée d'équilibrer les performances de tous les moteurs de la grille, c'est-à-dire de réduire l'écart de performance entre le meilleur moteur et le pire moteur à un petit pourcentage, et bien finalement cette idée ne s'est pas totalement concrétisée. On va laisser les équipes entrer comme ça en 2022, on verra ensuite, mais de toute façon, il n'y a a priori pas d'immenses écarts entre les différents moteurs, ça va.
Enfin, la deuxième chose à savoir dans la zone de l'unité de puissance du moteur, c'est l'introduction pour la première fois d'un biocarburant. L'essence des Formule 1 sera composée à 10% de bio. Normalement, vu les restrictions déjà en place sur le moteur, les jetons, etc., et le fait que toutes les équipes auront la même contrainte au niveau du biocarburant, devrait pas y avoir de changement, mais c'est de fait l'une des plus grandes annonces de cette révolution. À partir de l'an prochain, les Formule 1 auront un pourcentage de biocarburant. Voilà donc les 3 grands axes techniques qu'il va y avoir à travailler durant cet hiver. Voilà en quoi consiste la révolution technique inventée par la FIA et auquel toutes les équipes vont devoir se soumettre pour ainsi changer à tout jamais le look de ces Formule 1. Tant de changements, c'est très excitant après les avoir expliqués techniquement dans cette vidéo. La semaine prochaine, on parlera de l'aspect plus philosophique de ces nouvelles règles et aussi des pièces listées, etc. etc. Et la semaine encore suivante, on abordera les zones d'ombre, les doutes quant à ces nouvelles règles. On abordera l'idée d'un flop de la nouvelle réglementation. Toujours est-il qu'en attendant, dans les commentaires, je vous attends pour réagir, pour apporter des précisions, pour avancer d'autres points que je n'aurais pas évoqués par manque de temps dans cette vidéo, mais également, je le répète, pour poser toutes vos questions. On est là, ensemble, pour comprendre ce qu'il se passe en 2022, donc je me ferai une joie de vous répondre. Pensez également au like et à l'abonnement, évidemment ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui va aller lire les liens présents dans la description car il n'a pas tout compris à l'effet de sol. J'espère que vous avez compris et je vous dis à bientôt.